Oui, l'impact est évident aujourd'hui parce que certains commencent déjà à le sentir. En Europe, pratiquement, le prix du gasoil a doublé. Aux États-Unis, il parlait en une semaine de la guerre, déjà, ils étaient à plus de 10% d'augmentation. Et c'est le même circuit de distribution. Nous ne serons pas aussi épargnés, quel que soit le degré. Et cela va dépendre du dispositif de stockage, la capacité de stockage des pays, mais aussi leur capacité d'anticipation dès lors que les indices se sont présentés. Et quand il y a pareil conflit et que les principaux pays producteurs sont concernés par le conflit, même si le circuit de logistique n'est pas affecté, ça change des priorités dans le pays et ça amène les États à protéger les zones stratégiques, et ces zones de production sont des zones stratégiques. Nous avons connu la suspension, la fermeture de certaines raffineries par moment quand les bombardements ont commencé, et cela affecte le circuit d'approvisionnement. Et au niveau aussi du détroit d'Ormuz, je crois depuis que le processus a commencé, il n'y a qu'une dizaine de navires qui a pu traverser ce détroit. Donc, et aujourd'hui, on tend de plus en plus au durcissement du temps. Et quand c'est le cas, le coût du transport est revu à la hausse. Il y a le coût de l'assurance aussi qui augmente parce que le fret part avec tout le risque qui l'accompagne. Et au-delà, il y a le prix de vente aussi sur le terrain, ce qui nous concerne, le prix à la pompe aussi qui va être revu à la hausse. À moins que les États aient suffisamment de réserves qui pourraient permettre d'approvisionner, d'assurer la distribution dans le pays en attendant que la situation s'apaise et que le flux normal de transport soit relancé. Et au-delà de ce circuit, il y a des pays africains qui sont producteurs du pétrole, mais ils produisent du brut et même ils importent le produit raffiné. Donc s'ils gagnent sur le brut avec l'augmentation, sur le produit fini, ils vont subir d'autres coûts, mais ils ne vont pas subir forcément au même degré que ceux qui ne produisent pas de pétrole. Et le bémol pour la Guinée est que tout ce qui est utilisé comme matériel de combat, comme équipement de combat, tous ces éléments ont pour base l'aluminium, le fer et tant d'autres produits qui pourraient être liés aux dérivés de la bauxite. Donc la demande pourrait ne pas être affectée. Donc cela va peut-être, ça va être même revu à la hausse. Le fer aussi, la même chose. Et cela pourrait permettre au pays d'avoir un facteur de compensation par rapport à ce qui est subi côté énergétique. C'est pourquoi il est important que les pays producteurs mettent un accent particulier sur les unités de raffinerie, parce que ça va permettre de non seulement produire, traiter, transformer sur place, mais aussi assurer l'approvisionnement du pays et des pays limitrophes, pourquoi pas. Donc il faut penser aussi, même si ce genre d'investissement implique des achats en amont, c'est-à-dire pendant même que vous êtes en train de développer l'industrie, il y a des contrats d'achat à terme. Donc indépendamment de tout cela, c'est important que les États essayent de trouver, ne serait-ce que par voie des ZLECAf, un canal de distribution des produits principaux. Aujourd'hui, on parle d'énergie, mais demain, ça peut concerner l'agroalimentaire, ça peut toucher d'autres produits de consommation de masse. Si ça persiste, ce n'est pas que la Guinée. Tous les pays qui importent vont subir cela. Ça, c'est naturel. Et la communication de la SONAP aussi est responsable, parce que ça a permis quand même à calmer le jeu. Donc personne ne connaît mieux les réserves de la SONAP qu'elle-même.
Donc on ne peut pas dire assez là-dessus, mais on peut quand même les encourager à renforcer ce dispositif et à être aussi dans l'anticipation. Donc s'il y a des stocks disponibles en dehors d'un tel circuit, faire en sorte que ces stocks soient renforcés et de penser aussi à une sensibilisation continue, parce que le citoyen a un instinct d'anticipation, une rationalité d'ailleurs, ce n'est pas qu'instinct, c'est naturel que quand on dit qu'il y a tel problème, je cours vers la station, mais aussi il y a une rationalité qui est derrière. Cela amène souvent même à anticiper l'inflation. On parle de l'anticipation inflationniste. Parce que quand il y a la guerre, j'estime que ça va affecter la Guinée. Je vais dire d'accord, je vais me trouver rapidement du carburant. Si beaucoup de personnes pensent la même chose, ils vont se retrouver à la station. Ça donne davantage l'impression que ça manque, même s'il se trouverait qu'il y ait des semaines de réserve encore en stock. Mais c'est la communication qui permet de rassurer et que aussi cette communication soit en conformité avec la réalité, qu'on ne communique pas aujourd'hui et que 3-5 jours après, je me présente à la station, je trouve qu'il n'y a pas de carburant. Ça va m'amener à aller à l'encontre de toute communication publique là-dessus. En réalité, SONAP a sa matrice des risques. Cette matrice des risques a des lignes qui concernent le contexte. Ce qui veut dire qu'il y a un suivi de contexte qui s'est fait. Sur la base de ce suivi de contexte, on évalue progressivement l'incidence possible sur la capacité de la société à approvisionner suffisamment. Donc, si le contexte évolue, la société est censée être en avance par rapport aux citoyens. Donc, si le contexte évolue, il lui revient de prendre des dispositions pour non seulement sensibiliser et calmer les gens, mais aussi trouver des voies et moyens pour assurer l'approvisionnement continu. Mais si on attend que le comportement des citoyens alerte pour communiquer, ça va, en cas de consistance dans la crise, ça va échapper à tout contrôle. Donc il faut être dans l'anticipation parce qu'on a des paramètres d'analyse beaucoup plus poussés que l'observation des citoyens qui sont souvent influencés par les médias, surtout les médias occidentaux. Donc il faut tenir compte de cela, être en avance et communiquer à temps et orienter aussi par rapport à ces enjeux.